Bien, donc bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier d'abord l'administration du domaine de me permettre de profiter de cette Assemblée générale pour présenter le travail de restitution de Saint-Cloud sous le Premier Empire, et puis notamment David Demangeot et Séverine Dréjard qui m'accueillent et me supportent déjà depuis quelques années lorsque je viens pour récolter ce qui est nécessaire à ces restitutions. Alors, le principe de cette intervention, c'est donc que j'ai enregistré une vidéo, donc il y aura peut-être des petits moments de latence, mais ça vous permettra aussi de profiter des images. Cette intervention va porter sur Napoléon à Saint-Cloud, en commençant par ce tableau qui, je trouve, est assez représentatif de ce qu'est Saint-Cloud pour Napoléon. Donc c'est un tableau de 1810, donc on est presque à l'apogée de l'Empire, qui représente Napoléon, ses neveux et ses nièces dans le parc de Saint-Cloud, plus exactement sur la terrasse de l'Orangerie, avec derrière la façade du château. Et il est très représentatif finalement de l'intérêt que Napoléon porte à Saint-Cloud. Saint-Cloud est réputé pour être une résidence dans laquelle l'empereur est beaucoup plus accessible. Et ici, on sent toute l'affection de l'empereur pour ses neveux et ses nièces. Et d'autre part, une résidence dans laquelle, finalement, l'empereur peut satisfaire son besoin qu'il a du grand air avec ces arbres du parc de Saint-Cloud que l'on voit à droite du tableau. Et même la possibilité de manger en extérieur, puisqu'on sait qu'il a fait construire une tente pour pouvoir manger avec Marie-Louise, prendre ses déjeuners avec Marie-Louise dans le parc. Donc, l'objectif de cette intervention va être d'abord de rappeler comment Napoléon finalement a fait de Saint-Cloud sa résidence. Ensuite, de montrer l'importance de Saint-Cloud comme lieu de pouvoir napoléonien. Et enfin, à l'aide donc de restitutions virtuelles, d'évoquer donc les lieux occupés par Napoléon dans le palais. Donc on va commencer dans un premier temps à évoquer les éléments relatifs à l'installation de Napoléon à Saint-Cloud. Alors, Napoléon découvre Saint-Cloud le 9 novembre 1799 en arrivant par cette cour représentée par Victor-Jean Nicole au début de l'Empire. Donc le château qu'il découvre le 9 novembre 1799, donc pour ce qui va devenir le coup d'État de Brumaire, c'est un château qui a finalement assez peu changé depuis sa construction dans les années 1670 pour Monsieur, frère de Louis XIV. Quelques aménagements ont été faits pour Louis XVI et Marie-Antoinette en 1785, mais pour l'essentiel, c'est le château du XVIIe qui subsiste. Et en 1799, c'est un château qui a assez peu souffert de la Révolution. Il semblerait que les seuls éléments supprimés, ce sont les décors des frontons qui portaient les armoiries royales de France. Et le château a évidemment été démeublé puisque, comme toutes les résidences royales, son mobilier a été vendu aux enchères en 1794. Mais le château a été préservé en tant que maison nationale. Alors, le château va donc devenir le lieu de naissance finalement du pouvoir napoléonien, avec donc ce qui va être le coup d'État de Brumaire, coup d'État représenté dans de nombreuses œuvres, des peintures, des gravures, donc j'ai choisi celle-ci, qui représente finalement le lieu où a eu lieu ce coup d'État, c'est-à-dire l'orangerie du château. Les députés du directoire, donc les 500, étant conduits sous la contrainte à déclarer la fin du directoire et à proclamer un nouveau régime, le consulat, avec à sa tête donc Napoléon comme premier consul, assisté de 2 autres consuls. Et c'est donc dans l'orangerie du château, le bâtiment que l'on a à gauche de cet autre dessin, de cette autre aquarelle de Victor-Jean Nicole, c'est donc dans cette orangerie qu'a lieu le coup d'État, le château donc se trouvant dans le fond de l'image, et c'est notamment cette partie du bâtiment qui va assez vite devenir, on va le voir, le lieu de résidence principal de Napoléon à Saint-Cloud. Alors, le coup d'État est réalisé en novembre 1799 et en septembre 1801, Saint-Cloud devient la résidence d'été officielle de Napoléon.
Résidence donc représentée par ce plan de Baltard, daté de 1805. Donc septembre 1801, Saint-Cloud, résidence officielle, et dès le mois d'octobre, un décret consulaire va ordonner la remise en état du château. En effet, des travaux considérables vont être mis en œuvre par l'architecte du domaine, donc Raymond, sous l'autorité de l'architecte du gouvernement, Fontaine. Alors, ce sont des travaux considérables par leur durée, puisqu'ils vont durer près d'un an, entre octobre 1801 et septembre 1802, et considérables également par leur coût, au total, ils vont représenter 1 300 000 francs, ce qui, par des calculs parfois un peu hasardeux, représenterait environ 5 millions d'euros aujourd'hui. Alors, ces travaux vont se traduire par des aménagements répondant aux souhaits de Napoléon. D'une part, la création d'une salle de spectacle à l'extrémité de l'orangerie. La gravure que vous avez à gauche représente la salle de spectacle en 1855, donc au temps de Napoléon III, mais dans sa structure, elle correspond globalement à celle qui a été aménagée pour Napoléon et qui va être utilisée pendant tout le règne de manière très fréquente, puisque l'empereur vient très régulièrement y entendre des opéras ou assister à des pièces de théâtre. L'autre aménagement, c'est le manège et l'abreuvoir, qui sont installés en contrebas du château, à peu près à l'endroit où se trouve la conservation du domaine aujourd'hui. Et l'élément le plus original de ces aménagements napoléoniens, c'est la lanterne de Diogène ou de Démosthène, qui est construite donc en haut de l'allée qui va devenir l'allée de la lanterne, donc sur une colline dominant à la fois le château, donc à gauche, et Paris à droite. Et cette tour d'une vingtaine de mètres de haut est surmontée d'une petite rotonde en terre cuite, où brûle la nuit une lumière qui permet d'informer les Parisiens de la présence de l'empereur, du premier consul, puis de l'empereur, donc à Saint-Cloud. Premier consul, puisqu'elle est installée dès 1802 dans le parc. Alors, l'autre aspect des travaux qui sont menés par Napoléon, c'est une remise en état de l'intérieur du château. Alors, d'une part, les planchers sont pourris d'après Fontaine, donc il y a nécessité de remplacer les planchers, et on retrouve très régulièrement ce problème dans les mémoires de travaux. Et d'autre part, le château est entièrement démeublé, donc il va s'agir de remeubler entièrement le château. Alors, une réflexion sur la distribution des pièces du château va être engagée à la demande du premier consul, avec notamment la création de salles de banquet. Fontaine signale que le premier consul souhaite avoir des espaces pour donner à tous les chefs militaires et civils de l'État, donc des banquets fréquents. Donc on a une salle des festins qui aurait dû être installée ou qui aurait pu être installée au centre du château, et surtout l'empereur veut des bibliothèques puisqu'il adore être entouré de livres, le premier consul souhaite être entouré de bibliothèques, et dans la partie droite de l'image vous avez la localisation de la chapelle du château, et comme vous pouvez le voir sur le plan, eh bien, il était question d'en faire une bibliothèque. Donc finalement, les projets de transformation importants vont être un peu abandonnés peut-être à cause de leur coût, et la distribution du château finalement va rester à peu près la même que celle du temps de Louis XVI. Donc, Saint-Cloud va devenir un palais consulaire, puis un palais impérial, où il se rend à la belle saison avec l'impératrice. Le château est géré par une équipe d'une vingtaine de personnes sous la direction d'un régisseur. Et le château va devenir finalement un lieu de vie familiale, ce que symbolise un peu ce tableau d'Alexandre Mongeau. Alors, il représente une scène très intime de la vie personnelle de Napoléon, en présence de Marie-Louise, donc, qui est assise à droite, puisque vous avez reconnu, je pense, au centre le roi de Rome, et Madame de Montesquiou, donc à droite, la gouvernante du roi de Rome, avait pris l'habitude d'amener leur fils, donc au couple impérial et notamment à Napoléon, à la fin de son repas. Et donc à gauche, vous avez l'époux de Madame de Montesquiou, donc Monsieur le comte de Montesquiou Fezensac, donc qui est le grand chambellan de l'empereur. Donc une scène intime, et ce qui est très intéressant et qui a permis de déterminer, déterminer la reconstitution
virtuelle du palais, c'est que c'est dans une pièce du palais de Saint-Cloud qu'a lieu cette scène, et c'est très exactement le salon de famille, puisque les éléments de l'inventaire qui sont décrits dans l'inventaire de 1812 correspondent exactement à ce que l'on voit sur la cheminée qui se trouve derrière le couple impérial. Donc, Saint-Cloud est une demeure, on va dire, familiale, et notamment à l'époque de Marie-Louise, puisque Napoléon manifeste, on va dire, un intérêt certain pour son épouse, et Florence Austin indique dans son livre que l'empereur n'hésite pas à quitter ses 6000 livres, les 6000 livres de son cabinet de travail, pour passer des après-midi avec l'impératrice, notamment des promenades dans le parc, comme ici le représente ce tableau de Vernet et Bidault. Vous reconnaissez donc la grande cascade sur la gauche et le château disparu sur la droite. Donc, Saint-Cloud va devenir, selon le mot de Fontaine, la résidence préférée de Napoléon. Mais Saint-Cloud, c'est aussi un lieu du pouvoir napoléonien. C'est ce qu'on va voir donc dans un deuxième temps. Alors, lieu de pouvoir, on en a un exemple ici parmi d'autres, extrait du Journal de l'Empire, donc le journal officiel, et qui, alors j'ai surligné le passage intéressant, donc daté du palais de Saint-Cloud, la nomination d'un secrétaire général de préfecture, donc prise dans le palais, mais on peut multiplier les exemples de ce type de décision prise à Saint-Cloud. Alors, ce qui fait donc effectivement que Napoléon gouverne l'Empire depuis Saint-Cloud, notamment à la Belle Saison. Donc Saint-Cloud, c'est à la fois un lieu de gouvernement et on va le voir aussi, un cadre d'événements dynastiques. Alors, Saint-Cloud est un lieu de travail pour l'empereur. On rappelle que selon la légende, l'empereur travaille 18 heures par jour et on peut identifier un certain nombre de lieux dans le palais qui servent au travail impérial. Alors la pièce majeure, c'est évidemment le cabinet de l'empereur, donc le cabinet de travail de l'empereur où il passe donc l'essentiel de ses journées. On aura l'occasion de le visiter tout à l'heure, et auquel Napoléon a fait adjoindre en 1808 un cabinet topographique. Donc c'est quelque chose d'assez systématique dans les résidences impériales. Napoléon souhaite avoir donc un cabinet topographique dans lequel sont conservées les cartes qui vont permettre de préparer les campagnes militaires. Autre lieu que j'ai localisé, c'est le cabinet de Menneval, donc qui est le secrétaire intime de Napoléon, et qui est un personnage qui, on va le voir aussi, joue un rôle fondamental dans la mécanique gouvernementale de Napoléon. Ensuite, autre élément très important, la salle du Conseil des ministres, donc qui, on va le voir tout à l'heure, est aussi le grand cabinet de l'empereur, et c'est tous les mercredis que l'empereur réunit ses ministres dans ce cabinet, même s'il préfère travailler de manière plus individuelle avec chacun de ses ministres. Autre pièce et dernière pièce consacrée au gouvernement, c'est la salle du Conseil d'État. Donc vous savez que le Conseil d'État est une institution qui a été créée par Napoléon, premier consul, en 1799. Donc le Conseil d'État n'a pas de, contrairement à aujourd'hui où il siège au Palais Royal, il n'a pas de bâtiment attitré. C'est dans une des salles du Palais des Tuileries qu'il se réunit habituellement. Mais lorsque l'empereur est à Saint-Cloud, eh bien les conseillers d'État se déplacent à Saint-Cloud et on a la mention assez régulière dans le journal de l'Empire de réunions qui commencent toujours à peu près à la même heure, c'est-à-dire à 14 heures, et qui se déroulent donc sous la présidence de l'empereur. Donc on a notamment cette représentation, alors c'est pas du tout Saint-Cloud, c'est la salle du Conseil d'État aux Tuileries. On n'est pas sous le premier mais sous le Second Empire. Mais Napoléon III reprenant les mêmes dispositions que Napoléon Ier, voilà, on a une image de ce que pouvait être la réunion d'un Conseil d'État à Saint-Cloud, mais vous verrez qu'on peut aussi restituer l'aspect de la salle sous le Premier Empire à Saint-Cloud. Alors l'autre aspect gouvernemental, c'est Saint-Cloud comme lieu de réception d'ambassade. Puisque Saint-Cloud est un palais impérial, résidence du souverain, lorsque l'empereur est à Saint-Cloud, c'est à Saint-Cloud que les ambassadeurs viennent présenter leurs hommages à l'empereur. Et on a ici un dessin assez rare, mais très précieux, notamment pour le lieu qu'il représente. Donc, c'est un dessin de Zix qui montre Napoléon, donc qui se trouve à gauche, en petit habit, recevant donc l'ambassadeur de Perse, Askerchan, en juillet 1808. Et la réception a lieu dans le salon de Mars,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant les photographies et les documents avec le dessin de Zix, on se rend compte que Zix a fait une représentation extrêmement exacte du salon, jusqu'à représenter le bon tableau sur la cheminée. Donc, Saint-Cloud est un lieu de gouvernement, c'est aussi un lieu, le cadre d'événements dynastiques. Donc, le premier événement, on va dire dynastique, c'est évidemment l'accession au pouvoir, avec le coup d'État de Brumaire, c'est le très célèbre tableau de Bouchot, donc qui n'est pas du tout contemporain de l'événement, mais qui finalement a figé l'événement en mettant Napoléon donc au centre de ce tumulte des 500. L'autre événement majeur et fondamental, c'est bien évidemment la proclamation de l'Empire. Donc on est le 18 mai 1804 dans la galerie d'Apollon et on apporte au premier consul le Senatus Consulte, qui fait de lui l'empereur de la République française. Donc la scène a lieu dans une partie de la galerie d'Apollon, on ira se promener tout à l'heure. Le troisième événement dynastique majeur, c'est le 1er avril 1810, le mariage entre Napoléon et l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, donc mariage civil dans la galerie d'Apollon, le mariage religieux ayant eu lieu le lendemain, donc le 2 avril à Paris, dans le salon carré du Louvre, transformé en chapelle. Donc, Saint-Cloud est un lieu de la résidence impériale, Saint-Cloud est aussi un lieu de pouvoir, mais Saint-Cloud a disparu. Mais grâce aux restitutions virtuelles, il est possible de se promener à Saint-Cloud comme s'il existait encore. Donc, vous avez ici une vue de la cour, une vue animée. Vous voyez le petit drapeau qui flotte, qui atteste que l'empereur est dans son palais. Et nous sommes donc en 1812, donc à Saint-Cloud. Alors, pourquoi sommes-nous en 1812 à Saint-Cloud? Eh bien, parce que c'est la date pour laquelle on a le maximum d'éléments. Donc, on a un inventaire qui a été dressé en 1812. Les mémoires de travaux que j'ai consultés au domaine sont finalement les plus abondants pour cette période, et le Mobilier National conserve la majeure partie des éléments qui meublaient ou décoraient ces salons en 1812. Donc ça va être 1812, et en plus on est à l'apogée du régime impérial, donc finalement il y a une cohérence assez intéressante. Alors, ce palais, donc vous en avez ici une vue aérienne, avec donc la cour d'honneur, qui est aujourd'hui plantée d'ifs. Vous avez donc les bâtiments en U qui forment donc à gauche, enfin au centre ici de l'image, les appartements de l'impératrice. À droite, les grands appartements, on va y revenir tout à l'heure. Et puis vous avez l'orangerie, donc qui est de l'autre côté, avec l'appartement de l'empereur qui se trouve donc sur cette aile. Alors, tout ceci correspond à un plan que voici. Donc plan du palais que j'ai honteusement colorisé. Donc ce plan est très intéressant puisque l'organisation des appartements impériaux correspond à un règlement qu'on appelle l'étiquette du palais impérial, donc qui est paru en 1806 et qui fait plus de 180 pages en version imprimée, et dans laquelle Napoléon donc fixe la distribution, l'ameublement de chaque pièce, et également indique les personnes qui sont autorisées à accéder aux différentes pièces des palais. Et donc ce règlement est valable pour tous les palais impériaux, et il se trouve qu'il s'applique tout à fait particulièrement à Saint-Cloud. Alors, ce règlement, donc cette étiquette du palais impérial, distingue 3 ensembles de pièces pour les appartements de l'empereur. Donc tout d'abord, ce que j'ai appelé ici les grands appartements, mais qu'on appelle aussi le grand appartement de représentation dans l'étiquette du palais impérial, donc qui sont autour de la cour d'honneur. Ensuite, l'appartement d'habitation de l'empereur qui se trouve donc du côté de l'orangerie, qui est en vert plutôt, de teinte de vert sur le plan. Et le petit appartement de l'empereur, donc qui est ici entouré de rouge, et il est entouré de rouge parce qu'il se trouve à l'étage, donc au-dessus de l'appartement d'habitation de l'empereur. Donc l'impératrice occupant 2 appartements, 2 enfilades de pièces sur la gauche de la cour d'honneur. Donc son grand appartement se trouve côté parc et son appartement d'habitation ici côté cour. Mais nous on va s'intéresser donc surtout à l'appartement de l'empereur.
Alors, on va commencer donc par les grands appartements. Donc, ces grands appartements, c'est à peu près une dizaine de pièces qui, pour l'essentiel, datent de l'époque de Louis XIV. Donc, c'est en gros les vestiges des appartements créés pour monsieur dans les années 1670. Alors, ces appartements se développent autour de la cour d'honneur. Donc, nous voici au cœur de la cour d'honneur. Vous avez ici donc l'aile droite avec la galerie d'Apollon. Dans le fond, le corps de logis avec à l'étage la suite des grands appartements. Et au milieu, donc ce que je montre à l'écran, c'est l'entrée principale du palais, donc le vestibule d'honneur. Donc on va rentrer dans le palais. Donc nous voici dans le vestibule d'honneur du palais. Donc ce vestibule date de l'époque de monsieur, avec notamment ces 8 colonnes toscanes qu'on retrouve sur des plans et des vues en coupe, avec un décor en ton pierre. Vous avez la petite table de l'huissier à gauche, table en bois noirci qu'on va retrouver dans toutes les pièces qui ont cette fonction. Alors ce vestibule est assez important puisqu'il est au carrefour d'une part de ce qu'on appelle la salle des ambassadeurs, donc c'est la pièce que vous avez sur la gauche, qui est la pièce donc, dans laquelle sont accueillies les personnes qui vont être ensuite admises auprès de l'empereur. Ensuite, sur la gauche, donc derrière nous, si je puis dire, la cour d'honneur. On a un témoignage intéressant d'un Prussien qui s'appelle Reichhardt, qui a écrit en 1802 un témoignage, on va dire, de son séjour à Paris. Et donc, après avoir été reçu par l'empereur, au moment de repartir, il indique que plus de 200 voitures étaient stationnées dans la cour et qu'il a mis donc plus d'1 heure à partir. Donc, une cour très vaste qui peut accueillir donc de très nombreux visiteurs. Et à droite de l'entrée, donc une pièce symétrique de la salle des ambassadeurs, qui est donc la salle des gardes de l'empereur, une pièce très simple, elle aussi peinte en fausse pierre. Alors, vous avez ici un poêle en bronze, qui est peint en bronze, attesté par les inventaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il y a dessus. Ce qu'il y a dessus, c'est un des enlèvements en bronze qui faisait partie des collections de Louis XIV à Versailles et qui témoigne d'une pratique un peu indispensable au consulat, qui est d'utiliser les vestiges des collections royales pour meubler le château de Saint-Cloud. Donc on va retrouver de très nombreuses œuvres ou de très nombreux éléments mobiliers d'Ancien Régime dans ce palais, même en 1812. Mais ce qui attire le regard surtout, c'est ce qu'il y a au fond, et on va évidemment se rapprocher de la seconde partie du vestibule. Donc nous voici dans la seconde partie du vestibule d'honneur, donc qui date aussi de l'époque de monsieur. Alors c'est un vestibule qui dessert 2 escaliers. Alors le premier est derrière cette porte vitrée, donc ce que vous voyez c'est le reflet de ce qu'il y a derrière. Et donc cette porte vitrée, elle ouvre sur ce qu'on appelle l'escalier des princes, qui est un escalier essentiel dans le palais puisque c'est le seul qui dessert les 4 niveaux du corps de logis. Donc c'est vraiment l'escalier majeur du palais. Et au centre, donc, ce qui attirait notre regard tout à l'heure, c'est cette statue égyptienne, une statue qui a été offerte par un Italien, Monsieur de la Turbie, au premier consul, et qui représente le prince Waibré, et qui est conservée aujourd'hui au Louvre, ce qui a permis donc de la replacer à son emplacement du Premier Empire. Donc c'est là que se trouvait la statue de Sappho sous le Second Empire. Donc même si ce n'est pas Napoléon qui l'a ramenée d'Égypte, finalement elle est assez intéressante parce qu'elle rappelle l'origine du pouvoir impérial, c'est-à-dire la gloire ramenée d'Égypte qui a permis de faire le coup d'État. Mais ce vestibule ouvre surtout, donc on l'a vu dans le reflet de la porte, sur l'escalier d'honneur. Donc escalier d'honneur, donc on va gravir à la vitesse de l'éclair. Nous voici arrivés en haut. Donc cet escalier est un escalier qui a été aménagé sous Louis XVI dans l'ancienne chapelle du temps de Louis XIV, et Richard Micke a installé donc un escalier dans la chapelle. Et ce qui frappe, donc, c'est d'une part son côté très néoclassique avec cette architecture en pierre très nue, qui voilà, et qui est éclairée donc par un éclairage zénital puisque l'escalier est coincé entre 2 corps de bâtiments. À gauche, on a les grands appartements, et à droite, donc l'appartement de l'empereur. Alors, cet escalier est entièrement vitré, puisqu'à droite, il éclaire un couloir,
Et au fond, donc au milieu de la vue, vous avez une fenêtre, donc pas tout à fait certain de la forme, mais ce qu'on sait, c'est qu'il éclairait au rez-de-chaussée le fameux cabinet topographique dont on parlait tout à l'heure. Alors si on se retourne donc sur ce palier, on arrive donc sur ce qu'on appelle le vestibule de marbre, qui date de l'époque aussi de Monsieur, avec son décor en faux marbre, et qui mène à gauche donc à l'appartement d'habitation et à droite donc là où nous sommes, c'est-à-dire dans le salon de Mars. Alors le salon de Mars, dans l'étiquette des grands appartements, c'est ce qu'on a, il a le rôle de salon des concerts, même si a priori il n'a pas tout à fait joué ce rôle à Saint-Cloud. Donc vous remarquerez que le décor est typique de l'époque de Louis XIV, donc avec son décor en vrai et faux marbre, décor qui est conservé par Napoléon, mais qui va chercher à rappeler malgré tout l'héritage très récent de la Révolution et de l'Empire, puisqu'à gauche et à droite de l'entrée, vous avez deux bustes de généraux, donc ce sont Dugommier et Kléber, qui sont placés là, et vous en avez deux autres en symétrie. Au-dessus de la cheminée, vous le reconnaissez, on l'a vu tout à l'heure sur le dessin de X, c'est un tableau de Jean-Baptiste Regnault qui représente la mort de Desaix, donc à la bataille de Marengo en 1800. Desaix était un proche de Napoléon et donc ce tableau qui a été exécuté un an après a pris sa place d'honneur dans le salon de Mars. Napoléon a également fait transformer les angles du plafond puisqu'il a fait installer les aigles impériales surmontés de la couronne impériale à la place des armoiries de Monsieur, tout en maintenant le décor sur le thème de Mars, qui est tout à fait finalement adapté à la légende impériale. Et si on se retourne, au-dessus de la porte figure le chiffre de Napoléon, donc le N couronné de la victoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est grâce aux mémoires de suppression de ces emblèmes impériaux sous Louis XVIII que l'on sait que ce sont ces éléments qui figuraient, puisqu'on n'a pas les mémoires de décoration de l'époque de Napoléon. Donc ce salon ouvre sur la galerie. Et Reichard, dont je parlais tout à l'heure, donc qui avait assisté à une audience dans ce salon, indique que les visiteurs, en attendant l'arrivée de Napoléon et de Joséphine, eh bien, pouvaient déambuler dans la galerie, et c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc la galerie d'Apollon. Donc nous voici à l'entrée de la galerie d'Apollon, sous le Premier Empire. Donc cette galerie date, vous le savez, de l'époque de Louis XIV, donc décorée par Mignard, considérée comme le chef-d'œuvre du château de Saint-Cloud. Et Napoléon a voulu en faire une galerie d'apparat dont vont être accumulés un certain nombre de beaux objets de l'Ancien Régime. Donc notamment à l'entrée, deux grands vases œufs cordeliers qui sont maintenant au Louvre et qui ont été faits à la fin du règne de Louis XVI. Ensuite ont été alignés le long des murs des meubles boules qui ont été confisqués à la Révolution, et sur lesquels ont été placés un certain nombre d'œuvres d'art, donc soit antiques, soit plus modernes, et des vases de Chine. Et par un souci didactique, 65 tableaux qui ont été prélevés au Louvre ont été installés dans la galerie. Et comme on a l'inventaire de ces peintures, la plupart ont pu être placées dans la maquette. Et la Joconde, paraît-il, aurait dû figurer d'ailleurs dans cette galerie. Alors on va s'avancer dans la deuxième partie de la galerie. Donc là on se retrouve à côté de la chapelle. Donc la chapelle parce que la galerie connaît son animation la plus importante le dimanche, donc le jour de la messe. Et il faut imaginer donc l'empereur et l'impératrice qui apparaissent au fond de la galerie et donc vont remonter la galerie jusqu'à la chapelle, suivis de leur maison et encadrés de part et d'autre par les courtisans et ceux qui ont été admis à assister à la messe. Alors cette galerie est intéressante parce que c'est à la fois une galerie de tableaux, mais elle constitue le dimanche donc les tribunes de la chapelle. Lorsque Richard Mink a construit la chapelle, donc en 1785-87, il a accolé la chapelle à la galerie et donc les fenêtres ouvertes de la galerie font de la galerie une des tribunes de la chapelle royale, puis donc impériale. Alors si on se retourne, on se retrouve dans l'extrémité de la galerie donnant sur Paris, avec donc le troisième vase en porcelaine de Sèvres qui figure à Saint-Cloud.
donc aujourd'hui au Louvre également, et c'est donc dans cette partie que vont se dérouler les deux événements dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la proclamation de l'Empire et le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Alors si on continue à gauche, par la porte ouverte, on va aboutir donc dans le salon de Diane. Donc nous voici dans le salon de Diane, donc le plafond a été conservé de l'époque de Monsieur. Pour vous repérer, voilà, si vous regardez par la porte ouverte, vous retrouvez le vase de Sèvres de tout à l'heure. Et donc, dès le consulat, on va tendre les murs de ce salon de tapisseries des Gobelins, donc issues des collections royales. Donc, toutes les trois ont été identifiées, existent encore, et donc elles sont toutes les trois à leur place. Donc, on a l'enlèvement d'Hélène à gauche, Vénus et Adonis au milieu, et le mariage d'Alexandre et de Roxane sur la droite. Alors, un autre élément très intéressant, c'est le meuble que vous avez à gauche. Donc, ce meuble, donc là, ici, c'est une reconstitution, mais d'un meuble qui était réputé jusqu'à sa sortie du palais comme étant celui où avaient été volés les diamants de la couronne pendant la Révolution française. Donc, ce salon est orné d'éléments d'Ancien Régime, mais au-dessus de la cheminée vont figurer deux œuvres beaucoup plus contemporaines. Donc, Reichardt, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1802, il voit le portrait de Joséphine par Gérard. Et en 1812, il s'agit d'un autre tableau de Regnault, le centaure Chiron apprenant à Achille à tirer à l'arc. Donc ce tableau apporte une note un peu plus contemporaine, on va dire, au décor de ce salon. Alors ce salon, les jours de présentation à la cour, sert au buffet des invités, mais le dimanche, c'est le salon de la chapelle, et c'est donc dans ce salon que les fonctionnaires civils ou les militaires, les officiers, qui ont été admis à assister à la messe, eh bien, peuvent avoir une audience publique avec l'empereur. Donc ce salon joue un rôle vraiment stratégique à la vie et à la cour impériale. Et ce salon donne évidemment sur la tribune impériale, donc nous allons nous installer à la place de l'empereur. Donc là, vous êtes exactement là où se trouvait Napoléon. Et du point de vue qu'avait Napoléon, puisque Napoléon assistait à la messe qui est assez courte, elle durait 20 minutes, mais il assistait à la messe debout, les bras croisés. Donc vous avez ici le point de vue qu'avait Napoléon pendant cette messe. Et à sa gauche, donc sur ce fauteuil qui est du bon modèle, il a été conservé, eh bien, se trouvait Joséphine, puis Marie-Louise, Joséphine assistant à la messe, donc agenouillée sur le prie-dieu, les chaises étant réservées aux princesses de la famille impériale et les pliants aux officiers de leur maison qui assistaient à la messe. Alors vous retrouvez sur la gauche les fenêtres ouvrant sur la galerie, donc qui servaient de tribune, et on va changer de point de vue pour aller sur la tribune de droite. Alors, c'est un point de vue totalement impossible sous l'Empire, puisque ces fenêtres étaient inaccessibles au public. Donc vous retrouvez à gauche la tribune impériale, donc l'ancienne tribune royale, avec le salon de Diane dans le fond. Et cette chapelle donc, pouvait accueillir à peu près 200 fidèles. Et elle, donc à partir du moment où elle a été, où la première messe a eu lieu donc en septembre 1802, et l'assistance à la messe à Saint-Cloud était tellement importante qu'on en a été réduit à distribuer des billets pour pouvoir assister à la messe. Et cette chapelle a également été le lieu d'un baptême princier, puisque le petit-fils, l'un des neveux de Napoléon a été baptisé dans cette chapelle. Donc nous avons pour le moment traversé la partie droite de l'aile, enfin la partie droite du château, donc l'aile droite du château. Donc on va revenir sur nos pas et nous intéresser aux trois salons sur la cour d'honneur qui constituent le cœur du grand appartement de représentation. La salle du trône, le salon des princes et le grand cabinet. Nous voici dans la salle du trône. Vous retrouvez le fameux tableau de la mort de Desaix qu'on a vu tout à l'heure. Et vous êtes donc dans une pièce qui, dans la logique du règlement donc de l'étiquette de la cour impériale, est ce qu'on appelle le premier salon. Donc un salon qui est ouvert à tous ceux qui ont audience chez l'empereur, qui ont été présentés. Et elle s'appelle donc la salle du trône, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors il se trouve que cette salle du trône, c'est une des pièces pour laquelle il a été possible de faire quasiment une reconstitution complète,
puisque l'on a encore le tapis, une représentation du tapis, des éléments du tapis, des exemplaires des pliants, des fauteuils, des étoffes. Les torchères venaient de la Galerie des Glaces de Versailles et les lustres ont été identifiés très récemment dans les collections du Mobilier National. Donc le mobilier est quasiment complet, on a même le feu qu'on va voir tout à l'heure. Le dessin du plafond est connu par un dessin de Fontaine et on a des indications sur les tonalités de ce plafond. La peinture centrale de Prudhon existe encore, elle est au Louvre, c'est la justice et la sagesse. Et l'ornement principal du salon, c'est-à-dire le Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard de David, donc le tableau original, figurait donc au-dessus de la cheminée. Le tableau étant maintenant en Allemagne, puisqu'il a été emporté en 1815 par Blücher. Et enfin, les dessus de porte eh bien, sont ceux de l'époque de Monsieur, qui sont connus par les photographies. Donc cette pièce est la salle du trône, et vous n'avez pas vu de trône, puisque le trône est aujourd'hui à Fontainebleau. Donc en 1804, lorsque l'Empire est proclamé, Napoléon prévoit 2 salles du trône, donc dans ces 2 palais, les Tuileries et Saint-Cloud. Le trône de Saint-Cloud va être réalisé, mais finalement pas installé, et c'est en 1807 qu'il va être envoyé à Fontainebleau, donc on peut voir encore aujourd'hui ce qui aurait pu être l'aménagement de la salle du trône de Saint-Cloud. On disait tout à l'heure que cette salle pouvait être aussi le lieu de réunion du Conseil d'État. Nous voici une restitution de la salle du trône de Saint-Cloud, restituée dans cet aspect. D'une part, donc, grâce à des témoignages, dont Stendhal, qui était auditeur au Conseil d'État et qui a décrit la manière dont se déroulait, la salle plus exactement dans laquelle se déroulaient ces réunions, et d'autre part les inventaires qui permettent de savoir exactement quel était le mobilier qui permettait ces réunions. Donc vous voyez les tables pour les conseillers, les petites tables pour les auditeurs, et surtout dans le fond, donc la tribune à laquelle l'empereur s'installait pour présider, donc sous son portrait, les réunions du Conseil d'État. Et vous comprenez pourquoi le sujet de la peinture centrale de la salle du trône est la justice et la sagesse, qui sont évidemment les 2 qualités nécessaires pour édicter les lois. Alors, premier salon, la salle du trône. Le deuxième salon dans l'étiquette du palais impérial est ce qu'on appelle le salon des princes, à Saint-Cloud. Donc, ce salon était réservé à un nombre plus restreint de privilégiés, puisque l'accès est réservé aux officiers du service d'honneur des membres de la famille impériale, aux sénateurs, aux conseillers d'État, aux généraux, aux archevêques et aux évêques. Donc, le décor, là aussi, date de l'Empire, mais avec une très forte réutilisation d'éléments d'Ancien Régime. C'est peut-être même la pièce où les éléments de réutilisation sont les plus importants, les éléments de remploi. Vous reconnaissez l'étoffe de la chambre de la reine à Versailles, au mur, la commode, l'une des 2 commodes, l'autre est en face du salon des jeux de la reine à Compiègne, les pliants du cabinet du conseil du roi, toujours à Compiègne, les bras de lumière qui se trouvaient dans le salon des jeux à Saint-Cloud, c'est-à-dire cette même pièce sous Louis XVI, et la grande pendule qui était dans le cabinet intérieur du roi, ou du moins le cabinet de la vaisselle d'or du roi à Versailles. Donc les 2 seuls meubles qui ont été réalisés pour l'Empire existent encore aujourd'hui, ce sont les 2 fauteuils, donc pour l'empereur et l'impératrice, sachant que c'est également dans cette pièce qu'avaient lieu les repas au grand couvert, puisque une étiquette proche de celle de l'Ancien Régime avait été rétablie à la cour impériale, et donc l'empereur et l'impératrice mangeaient dans ce salon en public. Alors, nous entrons dans une pièce, nous avons le privilège d'entrer dans cette pièce, puisque l'étiquette de la cour, l'étiquette du palais impérial, prévoit que l'empereur et l'impératrice seuls entrent de droit dans le salon de l'empereur, donc cette pièce. Tout autre individu, quel que soit son rang et ses fonctions, n'y entre que lorsque sa majesté le fait appeler. Donc, j'espère que vous mesurez le privilège que vous avez d'entrer dans cette pièce. Donc, ce grand cabinet de l'empereur est une pièce donc, à la gloire du régime impérial. Donc, le plafond a pu être évoqué grâce aux mémoires de travaux qui indiquent notamment qu'on avait 4 lunettes avec les armes de l'Empire, un décor de trophées et au centre, un tableau qui existe encore aujourd'hui dans les réserves du Louvre, l'Aurore de Duc. Les murs
sont tapissés d'une étoffe en damas vert qui rappelle que la pièce avait d'abord été prévue pour être la bibliothèque des consuls. Donc elle avait été commandée pour cette fonction et Napoléon l'a conservée jusqu'en 1813. Et au mur, pour égayer un peu cette étoffe, ont été installés 20 tableaux du Louvre qui existent encore donc aujourd'hui, donc ils sont à leur bon emplacement. Vous avez également donc toute une série de sièges donc, qui sont destinés donc d'une part évidemment les 2 fauteuils au couple impérial, les pliants aux dames qui sont invitées et dans cette pièce qui a 2 fonctions principales. C'est dans cette pièce que l'empereur reçoit les prestations de serment des fonctionnaires et des militaires. Et d'autre part, c'est là que l'empereur reçoit les ambassadeurs qui viennent remettre leurs lettres de créance. Donc on est vraiment dans le sein des saints, si on peut dire, du palais de Saint-Cloud. C'est aussi donc, dans cette pièce qu'ont lieu les conseils des ministres. Et dans l'angle sur lequel je suis en train de zoomer, eh bien, figurait une petite porte sous tenture qui permettait à l'empereur de passer directement de son cabinet de travail à ce grand cabinet. Ce qui nous amène donc à l'appartement d'habitation de l'empereur. Donc, si vous n'êtes pas trop perdu, en jaune les grands appartements, ce que l'on vient de traverser, et de l'autre côté, donc l'appartement d'habitation en vert. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a 2 couleurs sur le plan qui correspondent donc à ces pièces que vous avez ici au rez-de-chaussée. Donc, c'est vraiment l'ensemble du rez-de-chaussée, enfin du rez-de-jardin plutôt, qui est celui de l'empereur. 2 couleurs parce que l'appartement, donc on appelle l'appartement d'habitation, est divisé en 2 appartements. D'une part l'appartement d'honneur et d'autre part l'appartement intérieur. Donc ce sont des divisions qui sont explicitement distinguées dans l'étiquette du palais impérial. Donc l'appartement d'honneur, c'est la partie publique de l'appartement et l'appartement intérieur étant évidemment la partie privée de l'appartement. Alors ces appartements ont été créés presque ex nihilo sous Napoléon en réutilisant les appartements d'une part des enfants de France, donc les fils et filles de Louis XVI et de Marie-Antoinette, donc c'est l'appartement d'honneur, l'appartement intérieur étant celui de la gouvernante des enfants de France. Donc on va entrer par le salon de granit, donc à droite dans l'appartement de l'empereur. Donc voici le salon de granit. Donc vous retrouvez le vestibule de l'escalier dans le fond. Vous comprenez assez vite que le salon tient son nom du sol, donc un dallage en granit vert et rose des Vosges. Alors les tapisseries au mur sont toutes identiques pour le moment parce que le Mobilier National est en train de faire les recherches pour déterminer exactement quelles étaient les tapisseries qui figuraient au mur dans ce salon. Alors ce salon aussi permet d'accéder à l'orangerie. Donc vous avez un petit passage en toile qui avait été créé par Richard Mick et qui subsiste jusqu'à la destruction de l'orangerie. Donc l'orangerie qui est dans le fond et cette orangerie permet d'accéder à la salle de spectacle. Donc il faut vous imaginer que cette porte-fenêtre était assez souvent ouverte pour permettre donc d'accéder à la salle de spectacle. Et troisième enfilade à laquelle donne accès le salon de granit, c'est l'appartement d'habitation de l'empereur dans lequel on va rentrer maintenant. Donc nous voici dans la première pièce de l'appartement, c'est ce qu'on appelle le salon des pages. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce salon il est un peu représentatif de toutes les pièces de l'appartement, c'est-à-dire des boiseries moulurées peintes en blanc avec uniquement donc les dessus de porte, les cadres des dessus de porte, les cadres des miroirs qui sont sculptés et dorés. Alors le salon des pages, c'est le salon où se tient le chambellan de l'empereur qui a la liste des personnes qui sont admises à l'audience. Donc c'est vraiment une pièce de filtrage assez importante, avec un mobilier très simple en acajou et avec des fauteuils en bois peints en bronze. Et l'élément qui domine, qui est installé a priori en 1810, c'est une grande carte des chasses représentant la région de Versailles, et qui est assez intéressante puisqu'il semblerait qu'elle était montée sur 2 rouleaux, donc il permettait de la faire pivoter de haut en bas, de manière à ce que lorsqu'il y avait chasse, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, l'empereur et ceux qui l'accompagnaient puissent déterminer, sans avoir à monter sur les fauteuils, les régions, enfin les zones où ils allaient aller chasser. Et le mécanisme qui permettait d'animer cette carte était dissimulé par les festons que vous avez au-dessus de la carte. Donc, le salon des pages est la première pièce de l'appartement, assez simplement meublée. Elle ouvre sur un second salon, le salon des aides de camp. Et vous pouvez remarquer le dessus de porte
qui est un des seuls originaux qui ait pu être conservé donc de l'époque de l'Empire. Et ce salon des aides de camp sert de salon d'attente. Donc tous ceux qui sont admis à l'audience de l'empereur attendent. Ils attendent 9 h du matin. On va expliquer pourquoi tout de suite. Donc nous avons sauté le salon des pages, et nous voici, le salon des aides de camp, et nous voici dans le salon de l'empereur, ou salon d'audience. Donc vous remarquerez assez vite que le mobilier est beaucoup plus riche que dans le salon des pages. On a un mobilier en bois blanc rechampi or, et non plus en bronze, une commode en laque, des tapisseries précieuses au mur, représentant les Gérussiens. Et c'est donc dans ce salon que l'empereur commence finalement sa vie officielle, la vie officielle de sa journée. Puisque c'est dans ce salon qu'a lieu une cérémonie qu'on appelle le lever, qui doit vous rappeler l'étiquette de la cour de Versailles. Le lever étant défini dans l'étiquette du palais impérial comme le moment où Sa Majesté sort de son appartement intérieur pour entrer dans son appartement d'honneur. Et donc c'est à 9 h du matin que l'empereur entre dans son salon, la légende voulant que l'empereur, s'il arrivait un petit peu plus tôt, attendait que ça sonne à 9 h à l'horloge pour entrer dans ce salon. Donc c'est dans ce salon que vont être successivement reçus les grands officiers de la couronne qui vont prendre leurs ordres du matin, les princes et princesses de la famille impériale, et ensuite une série de solliciteurs. Et il peut rester jusqu'à 11 h donc dans ce salon. Alors, deux meubles assez banals symbolisent ces deux fonctions de ce salon. Vous avez d'abord la petite table drapée de verre qui est signalée dans l'inventaire, et on sait que l'empereur se tenait debout à côté de cette table pendant les audiences. Et sur cette table figurait notamment la liste de ceux qui avaient reçu audience le matin, et lorsque l'empereur regardait cette liste, ça signifiait donc la fin de l'audience. L'autre meuble important, lui aussi assez banal d'autant plus qu'on le retrouve dans quasiment toutes les pièces des appartements de l'empereur, c'est ce petit guéridon en acajou sur lequel l'empereur prenait son repas, ou du moins avalait son repas puisqu'il mangeait en 8 minutes. L'autre chaise étant destinée à un invité, puisqu'il arrivait assez souvent que l'empereur mange avec des artistes ou des savants, notamment Fontaine, son architecte, avec lequel il discutait architecture entre deux bouchers mal avalés. Alors, nous voici aux portes du Saint des Saints, et nous allons entrer dans l'appartement intérieur, donc dans le cabinet de travail de l'empereur. Donc le cabinet de travail de l'empereur, son importance, elle est montrée par sa superficie, puisque c'est la plus grande pièce de l'appartement, elle fait quasiment 80 mètres carrés, entièrement tapissée d'armoires en acajou remplies de livres. On dit qu'il y avait 6000 livres dans cette pièce. L'empereur d'ailleurs vous accueille, et au milieu de cette pièce se trouvait toute une série de tables qui permettaient donc le travail de l'empereur, la plupart des sièges étant conservés aujourd'hui. L'autre table importante, c'est le bureau du secrétaire intime de l'empereur, donc Menneval, puis le baron Fin, qui tentait d'essayer de prendre en note ce que l'empereur leur dictait. Paraît-il qu'il a épuisé Menneval, qui a démissionné en 1812. Alors cette pièce est très vaste, de très nombreuses tables, mais ça ne suffit pas au travail de l'empereur. Et donc en 1808, il va faire aménager un cabinet topographique. Et donc la porte vitrée dissimulée dans les rayonnages permet donc d'accéder à ce cabinet topographique, dans lequel nous n'allons pas entrer puisqu'il n'a pas encore été restitué. Mais on sait qu'il y avait toute une série d'armoires au mur. Alors la pièce suivante de l'appartement, c'est la chambre de l'empereur, donc une pièce qui là aussi a un décor assez simple, un mobilier aussi assez disparate, des tapisseries des Gobelins, un lit en bois doré qui est maintenant au musée du domaine, un musée historique, et toute une série de sièges en acajou qui ont été amenés donc en 1802. Alors l'élément, on va dire un peu original de la pièce, c'est le seul objet d'art qui figure en 1812, c'est le buste de Jules César en marbre qui figure sur la cheminée, qui est finalement un rappel de l'origine du titre de Napoléon. Et surtout, l'autre élément important qui, je pense, aura attiré votre œil, c'est la porte sous tapisserie que j'ai ouverte, parce que cette chambre, Napoléon n'y dort pas, ce qu'on appelle la chambre de jour, et la vraie chambre de Napoléon, donc, est dans son petit appartement. Donc nous voici dans le petit escalier, l'escalier particulier de l'empereur,
qui lui permettait donc vers 9 h du matin de descendre dans son appartement et vers 11 h de remonter dans cet appartement. Alors, le petit appartement de l'empereur, je l'ai indiqué tout à l'heure, il est situé au-dessus de l'appartement d'habitation. Ce sont des pièces donc, qui sont un peu en hauteur par rapport au parterre de l'orangerie, donc ça correspond globalement aux pièces que vous avez ici. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empereur dispose en plus d'un balcon, donnant dans sa chambre. Alors, le petit appartement de l'empereur, c'est assez intéressant parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ignorait la distribution et finalement le travail sur les mémoires et sur les inventaires a permis de restituer donc la distribution du petit appartement et sa localisation. Donc vous avez en espèce d'orange saumon ou rose saumon les pièces de l'appartement de l'empereur lui-même et en blanc les pièces du service qui permettaient donc la vie quotidienne de l'empereur. Donc l'escalier particulier est ici et donc nous on va traverser les trois pièces plus exactement, trois premières pièces de l'appartement, le salon cramoisi, la chambre et la salle de bain où nous finirons notre visite. Alors, l'escalier particulier, eh bien, on va y revenir tout de suite dès que le diaporama se sera remis en route. Voilà, c'est bon. Donc, l'escalier particulier, c'est assez intéressant. Il est entièrement peint en ton pierre et la plupart des couloirs et escaliers de service du palais ont cette décoration et vous avez un peintre qui est payé quasiment exclusivement à peindre donc ce type de, de décor, un peu répétitif. Alors, cet escalier ouvre donc sur le salon cramoisi. Alors, j'ai maintenu mes petits valets qui permettent de donner l'échelle et qui donnent l'échelle de cet appartement finalement assez bas de plafond. Il n'y a que 3,20 m sous plafond, qui est en fin de compte un ancien appartement, un logement de suite de l'époque de Louis XVI et qui a été aménagé donc en appartement pour l'empereur. Donc on l'appelle le salon cramoisi, vous aurez compris très rapidement pourquoi, donc du fait de ce damas cramoisi avec bordure en brocart d'or, qui est conservé au Mobilier National et qui permet de restituer l'aspect de ce salon. On possède encore la pendule et le feu en bronze de la cheminée. Et ce salon cramoisi ouvre sur la chambre de l'empereur dans laquelle nous allons pénétrer maintenant. Donc cette partie extrêmement intime de l'appartement. Donc la chambre est assez vaste, fait quasiment 50 m². Donc une chambre avec des tonalités très fraîches, bleu et or. Le lit en acajou a été identifié il y a 15 jours au Mobilier National, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent. Et il est accompagné d'un mobilier en bois blanc rechampi, donc c'est dans ce lit que dort l'empereur, et c'est aussi dans cette chambre que l'empereur travaille, puisque l'inventaire de 1812 mentionne dans cette chambre un bureau et 2 fauteuils de bureau. Un autre élément très intéressant, voilà, c'est la fenêtre ouverte sur le balcon. L'empereur adorait l'air frais, donc comme Louis XIV faisait ouvrir les fenêtres dès le matin. Et il faut vous imaginer que par cette fenêtre, qui donne sur le parterre de l'orangerie, devait s'élever au petit matin les effluves des orangers. Donc ça devait être un réveil très agréable, donc vers 7 h du matin. L'empereur est aussi très soucieux de son hygiène corporelle, et donc il fait installer systématiquement une salle de bain à côté de sa chambre, et donc la petite porte sous tenture ouvre sur la dernière pièce de notre visite, la salle de bain de l'empereur, donc qui est décorée au sol d'une moquette tigre qu'on retrouve assez souvent dans ce type de pièce. La baignoire dans laquelle l'empereur passait plus d'1 heure à tirer sur l'eau chaude. Paraît-il que l'empereur abusait tellement de l'eau chaude que un brouillard se développait dans sa salle de bain. Mais l'empereur, donc qui travaillait 18 heures par jour, travaillait même quand il prenait son bain, et donc son secrétaire intime assistait à son bain, et donc vous avez un petit bureau qui permettait donc à son secrétaire de prendre en note les consignes de l'empereur. Donc c'est dans cette salle de bain, finalement assez éloignée de l'image très fastueuse du Premier Empire, que nous allons terminer cette visite, et je vous remercie de votre attention.